On va maintenant voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre de façon qualitative l'équation de la courbe de Rho. Cette équation, on vient de le voir, elle s'écrit dH sur dx égale donc la pente du canal ou la pente de la rivière moins la pente de frottement 1 moins Froude au carré avec donc la pente de frottement qui est égale au débit par unité de largeur à la puissance 2 K carré sur H à la puissance 10 tiers et nombre de Froude au carré et ça sera Q carré sur GH cube. Cette équation, on peut également l'écrire sous une forme qu'on appelle l'équation de Bress. Alors, si c'est ma ligne Strickler, un canal infiniment large, on aura I 1 moins la hauteur normale sur la hauteur, donc la fonction qu'on recherche. Là, ça sera un h de x, et là, ça sera 1 moins h, hauteur critique. Donc la hauteur critique, on a vu que c'était, je vais écrire ça après, donc là on a h de x, donc là c'est la puissance 10 tiers, et là c'est la puissance cube. Donc la hauteur critique 1, je vous la réécris là, on a vu que c'était la racine cubique de q carré sur g, et la hauteur normale, on a vu que c'était q sur k racine de i à la puissance 3/5. Donc là, évidemment, c'est uniquement pour un canal infiniment large. Et si on prend la ligne Strickler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Bress, donc c'est une forme équivalente qui a juste l'intérêt de permettre de réfléchir à comment varie h par rapport aux deux valeurs caractéristiques, hauteur critique et hauteur normale. Donc dès lors qu'on a une équation en différentiel ordinaire, on doit adjoindre des conditions limites. Là, on a une équation différentielle ordinaire du premier ordre. Donc il nous faut une condition à la limite pour résoudre cette équation-là. La question est de savoir quelle condition à la limite on met. On va avoir une hauteur h de x à calculer. On a donc un domaine d'intégration, mettons que ce soit ici 0, peu importe, hein, et ici L. On a le choix, donc on a une condition, donc il faut fixer une valeur de h. On a le choix entre la placer ici ou ici. Alors la question se pose, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que j'ai le choix à l'aval, à l'avant? Alors on va voir que vous n'avez pas le choix, ça va être fixé par le nombre de Froude de ce régime des clous. Alors pour ça, l'explication, on l'avait vu, donc vous l'avez déjà en tête, de façon non encore explicite. On avait vu donc si dans une rivière, alors si d'abord je considère ce qui se passe au repos. Au repos, on a ici une vitesse qui est nulle, donc j'ai une surface libre, une hauteur h. Si je perturbe la surface libre, donc si par exemple avec mon doigt je crée ici des petites perturbations à la surface cible, je vais avoir des ondes circulaires, hein, c'est vu du dessus, qui vont se propager à une vitesse qui sera ici c égale racine de gh. Donc j'ai une onde qui part comme ça, de la gauche vers la droite, et une onde ici qui part de la droite vers la gauche. Donc ici j'aurai moins c, et ici j'aurai plus c. Si maintenant on met tout ça en écoulement, la vitesse de propagation des intumescences va s'ajouter à la vitesse de propagation de l'eau. Donc ce qu'on avait vu, donc j'efface là. Maintenant, ça c'est un écoulement avec une vitesse comme ça. Donc je vais de nouveau avoir deux ondes. Donc la vitesse, ça sera la vitesse de déplacement de l'eau ici, plus ou moins c, avec c égale racine de gh. Donc toujours pareil, la vitesse de propagation relative est toujours en racine de GH si j'ai ici une hauteur d'eau H. Donc là, on avait vu qu'il y avait une valeur positive et une valeur qui pouvait être positive ou négative. Donc pour ça, j'écris ça sous la forme, donc je vais mettre ici le racine de GH en facteur. Donc j'ai racine de GH, donc U sur racine de GH ça me fait Froude. Et ici donc j'ai plus ou moins 1.
Donc on voit que si je prends ici le plus, donc j'aurai deux solutions. Hein. Je vais avoir une solution qui sera racine de GH foot plus 1. Donc cette onde ici, je vais l'appeler C+. Elle va toujours de la gauche vers la droite, donc de l'amont vers l'aval. Et j'ai une seconde solution que je vais appeler C-, qui peut être positive ou négative. Alors si le nombre de foudres est supérieur à 1, donc le nombre de foudres moins 1 est supérieur à A0, donc j'aurai ici C- qui sera positif. Donc ce qui veut dire que la tumescence va se propager, je vais employer un code de couleur ici, va se propager, elle sera positive, donc elle va se propager de la gauche vers la droite, donc de l'amont vers l'aval. Donc dans ce cas-là, pour un nombre pour un régime qui serait supercritique, C- et C+ se propagent toutes les deux dans la même direction, donc l'information, les ondes ne se propagent uniquement que de l'amont vers l'aval. Si maintenant j'ai un régime subcritique, à ce moment-là, foudre inférieur à 1, et j'ai donc mon onde C- ici, U, qui sera négative. Donc j'ai à ce moment-là, j'emploie un autre code de couleur, j'ai ici une onde qui se propage comme ça. Donc si j'ai un régime subcritique, j'ai une onde qui se propage comme ça, et une donc, qui se propage de l'amont vers l'aval, et une qui va se propager de ici, de l'aval vers l'avant. C'est donc une expérience que vous pouvez faire. Hein. Si vous allez dans une rivière, c'est quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez barré des cours d'eau en mettant des pierres. Si la rivière était un régime subcritique, à ce moment-là, vous alliez inonder ce qui se passe. Donc là, hein, si vous mettez dans une rivière, hein, si vous mettez des pierres et que vous barrez la rivière, si on est dans un régime subcritique, donc je mets ici des pierres, vous avez barré l'eau, le niveau d'eau ici va monter et en fait vous créez une perturbation et ça va perturber tout l'écoulement qui sera à l'amont, donc là vous serez dans un régime subcritique. Si vous faites ça dans un torrent de montagne, donc si vous mettez des pierres, donc là je serai dans un régime subcritique, si vous faites ça dans un torrent de montagne, la perturbation ne remonte pas et à ce moment-là ce que va faire le torrent c'est arriver là et puis, alors évidemment c'est pas à l'échelle, mais il va donc passer au-dessus de l'obstacle, donc vous n'aurez pas de perturbation qui remonte et qui perturbe l'écoulement. Donc là, la question de savoir comment est-ce qu'on passe la condition à la limite pour cette équation différentielle, la règle que vous allez devoir employer, c'est la suivante. Lorsque on a un régime qui est subcritique, donc régime subcritique, nombre de foudres inférieur à 1, on fixe toujours la condition à limite à l'aval. Donc, dans ce cas-là, on va la fixer ici. Et on doit résoudre, en fait, on fixe ici une valeur H0. Et on doit résoudre cette équation différentielle dans ce sens-là, donc dans le sens qui est pour vous un peu inhabituel. Donc, dans le sens, donc si là on a l'axe X, dans l'axe des X négatifs, donc dans cette direction-là. Si le nombre de foudres est supérieur à 1, régime supercritique, on fixe la condition ici à l'amont. Ici, donc on fixe une valeur en 0 par exemple, et on résout l'équation différentielle en partant de là et en allant dans cette direction-là, donc ce qui est pour vous le sens classique d'intégration. Donc ça c'est le premier point, la condition à la limite, une règle simple, hein, qui va dépendre du régime d'écoulement. Si vous ne connaissez pas le régime d'écoulement, c'est-à-dire qu'il faut faire une hypothèse, faire le calcul et vérifier que vous êtes bien dans un régime qui sera subcritique ou bien supercritique. La seconde question qui va se poser, c'est la forme en fait de la courbe de repos. Alors, c'est là où l'équation de Bresse est assez utile. Alors, je vais effacer là. Alors, donc la tendance naturelle d'un cours d'eau, s'il a une longueur suffisante, c'est de tendre vers sa hauteur normale. Donc,
si la longueur, donc on va intégrer entre 0 et L, hein. Si L est suffisamment grand et qu'on n'a pas de singularité au niveau de la courbe de remous, on doit avoir la hauteur h de x qui doit tendre vers hn qu'on avait vu précédemment. Donc si c'est un canal infiniment large et un maillage très clair, donc il doit tendre vers Q sur K racine de I à la puissance 3/5. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de singularité. Donc si par exemple, hein, donc je mets ici ce que j'appelle la hauteur normale, la hauteur critique, donc à ce moment-là, mettons que je suis dans un régime supercritique, donc je vais intégrer supercritique, donc je pars ici de l'amont, donc naturellement je dois tendre vers ma hauteur normale. Donc lorsqu'on atteint la hauteur normale, si vous regardez ce qui se passe, donc là on aura HC sur HN, donc on aura quelque chose ici qui aura une valeur finie. Vous aurez ici, donc, si vous êtes ici par exemple, donc on sera HC sur HN, donc on aura quelque chose qui est ici inférieur à 1, donc vous aurez 1, quelque chose qui est inférieur à 1, donc il sera positif. Là, vous serez... peu importe. Pour l'instant, donc, lorsque H va tendre vers Hn, donc Hn sur H de x tend vers 1, donc on voit qu'on doit tendre vers dH sur dx égale à 0. Donc, vous devez avoir, lorsqu'on a le régime permanent uniforme, donc que j'appelle RPU, régime permanent uniforme, on doit avoir h de x qui tend vers hn, ce qui, au niveau de l'équation différentielle, ici se traduit par h de prime qui tend vers 0. Le problème qui va se poser, c'est que vous voyez ici, c'est que selon la condition que je vais mettre, la condition initiale, la condition limite ici en 0, je vais, si par exemple je me place ici, alors si je me plaçais au-dessus, c'est pareil, hein, j'aurais quelque chose qui tend comme ça, que je n'aurai pas de problème. Si je me place ici, je vais avoir un souci, puisque je vais avoir quelque chose qui va donc ici, qui doit tendre vers Hn, et donc vous voyez, bon, mettons qu'on a une courbe comme ça, qui doit franchir ici la courbe critique Hc. Donc vous voyez que si on a h de x qui est égal à hc, on a ici HC sur HC, donc on a 1 moins 1, 0. Donc ici, on aurait un dénominateur qui serait nul. Donc ça, c'est pas possible. Donc on va voir que cette condition-là, ça sera une singularité. Si vous résolvez numériquement un ordinateur, normalement, ça va planter votre solveur numérique. Donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a deux choses possibles. On a soit une chute d'eau, soit on va avoir un ressaut hydraulique. Donc dans les deux cas de figure, on va avoir un régime qui sera le régime graduellement varié, où vous allez avoir une variation brutale de hauteur sur une distance relativement courte. Donc on va voir après comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème où il y a une singularité. En pratique, ça veut dire qu'on va, ici, on va regarder ce qui se passe à gauche de la singularité. On aura ici une singularité, on verra comment est-ce qu'on fait, et on va résoudre à droite de la singularité, et donc on va après raccorder les deux arcs de solution en fonction de la méthode choisie. Donc l'énorme problème, ça va être de savoir ce qui se passe lorsqu'on a une singularité. Dans le reste des cas, en fait, vous allez avoir différentes solutions possibles. Donc pour connaître ce qui va se passer, ce qu'on peut faire, c'est de regarder le signe du numérateur et du dénominateur. Donc on peut écrire ici
dh sur dx égale donc numérateur sur dénominateur. Donc si je prends le numérateur, ça sera i moins jf, ou ça sera i 1 moins hn sur h à la puissance 10 tiers si je prends une formule de type Bresse. Et dénominateur, ça sera donc 1 moins foudre carré. Donc, si le numérateur et le dénominateur sont tous les deux positifs, donc on peut faire un tableau de signes, hein. Donc là je mets le numérateur, là je mets le dénominateur, donc il peut être négatif ou positif. Pareil pour le dénominateur, il peut être positif ou négatif. Donc lorsqu'on a un numérateur et un dénominateur qui sont tous les deux négatifs, on aura le rapport des deux fera quelque chose qui sera positif. Donc on aura une fonction h qui va être croissante. Là on aura une fonction h qui sera décroissante. Là on aura plus moins, donc négatif. Et là on aura quelque chose qui sera croissant. Donc là, en regardant le signe du numérateur et du dénominateur, vous allez savoir si vous allez avoir votre arc de solution, si on aura une fonction croissante ou décroissante. Vous savez également donc, qu'il doit tendre normalement vers la hauteur normale. Et donc vous savez que vous ne pouvez pas franchir avec une courbe continue, vous ne pouvez pas franchir la hauteur critique. Donc en règle générale, la seule chose que vous sachiez pas faire, c'est calculer de façon relativement simple la distance. Donc ce que vous savez, c'est typiquement tracer un portrait très qualitatif, de dire, bon, par exemple, la condition initiale ici est ici, et je tends vers la hauteur normale, donc je dois avoir cette solution bleue ici, mais vous ne savez pas préciser si, pour atteindre cette hauteur normale, il faut 10 mètres, 100 mètres ou 1000 mètres. Alors, il y a des façons d'y arriver qui sont extrêmement approximatives, hein. C'est de calculer juste, par exemple, des ordres de grandeur. Donc de se dire ici, on va remplacer ça par des valeurs algébriques, hein. Donc l'ordre de grandeur, hein, donc si on veut calculer donc, la distance delta x, hein, ici, qu'il faut pour atteindre le régime asymptotique, bah, ça veut dire qu'on va prendre dh sur dx à peu près égale à donc, la différence hn moins la condition initiale que vous avez donnée, hein. Delta x, c'est ce que vous cherchez ici. Delta x. Et ça va être égal à i moins jf, 1 moins Froude au carré. Donc c'est pareil, vous calculez le nombre de Froude approximatif, hein, donc vous allez vous fixer une valeur qui correspond au nombre de Froude dans cette région-là. C'est pareil, vous calculez ça. Et donc, en résolvant cette simple équation-là, c'est vraiment pour calculer un nombre de grandeur, vous allez pouvoir calculer le delta x. Donc si vous regardez ici, hein, typiquement, vous voyez que le delta x il va être proportionnel à i. Donc plus vous allez avoir une pente forte, et plus on va avoir ici un delta x qui varie en 1 sur i, hein, on a le delta x ici, et plus la distance va être courte. Donc c'est-à-dire que sur un canal raide, vous allez tendre très rapidement vers la hauteur normale. Donc en régime torrentiel, en fait, vous atteignez au bout de quelques mètres, vous avez atteint la hauteur normale. Si on est dans un régime subcritique fluvial avec des pentes très faibles, hein, en 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, vous voyez que delta x il sera ici en 1 sur i, donc il faudra 1000 ou enfin de 1000 mètres. Donc on ne sera pas en quelques mètres, hein, à l'échelle de distance, on sera plutôt du kilomètre. Donc voilà, là vous avez une astuce qui vous permet assez simplement d'avoir l'ordre de grandeur de la variation pour lequel vous allez, enfin de la distance entre votre condition initiale ici et votre hauteur asymptotique. Alors donc, en résumé, comment est-ce qu'on fait pour tracer ce portrait qualitatif? C'est relativement simple. Alors, l'équation des coupes de remous va dépendre du type de problème. Donc là, je l'ai écrite uniquement pour un canal infiniment large. Et si j'emploie la formule de Bresse ici pour une loi de Manning-Strickler. La première question à vous poser, c'est
la position de la condition limite, donc de savoir si c'est un régime qui sera supercritique ou un régime subcritique. Si c'est supercritique, condition à limite à l'amont. Si le régime est subcritique, condition à limite à l'aval. Après, donc, ça veut dire que là, il faut fixer une condition limite, il faut donner donc une hauteur initiale. Donc, là, mettons qu'on doit résoudre un problème subcritique, donc ça veut dire qu'ici, vous avez fixé un H0 entre x égale à L et x égale à 0, et que vous allez devoir intégrer à rebours, hein, donc vous allez intégrer ici de x égale à L à x égale à 0. Le premier point à regarder, c'est de savoir comment, dans ce canal-là, avec une pente I, donc, de calculer ce que vaut Hn. Donc, si on est dans le cas d'approximation ici, de ma ligne Strecker, canal infiniment large, K racine de I, puissance 3 cinquième, et comment varie Hc, comment situe Hc. Donc, de placer déjà ces deux courbes-là, Hn et Hc. Normalement, je dis bien normalement, c'est pas le cas toujours, on doit avoir un arc solution qui doit tendre vers la hauteur normale. Donc la hauteur asymptotique ici, c'est cette hauteur normale là. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est traverser la hauteur critique. Ensuite, donc, vous aurez une courbe qui sera croissante ou décroissante selon donc, le signe du numérateur. Donc, vous calculez dH sur dx, n, d. Vous calculez le signe, ça vous dit si la courbe ici sera croissante ou décroissante. Donc, mettons qu'on ait quelque chose ici qui soit croissant. Donc, on va ici avoir, on doit tendre vers la hauteur normale, on a ici le Hn. Et donc, pour calculer la distance qu'il faut pour atteindre cette valeur asymptotique, vous appliquez par exemple la formule qu'on a vue précédemment, enfin l'astuce qu'on a vue précédemment, et qui permet d'avoir un ordre de grandeur de la distance pour atteindre ici ce régime asymptotique. Alors, je vous laisserai regarder un peu les notes de cours. Il y a plusieurs solutions, je ferai également une petite vidéo dessus. Il y a plusieurs classifications après des solutions. Alors, une classification qui est anglo-saxonne, on pourrait employer les lettres M pour mild, S pour steep, etc. Donc, qui permet de caractériser le type de solution en fonction des caractéristiques croissance, décroissance, etc. Ok. Donc, je m'arrête là, et puis on reprend après les vidéos via Zoom.